Moi, je suis un petit peu plus âgée, hein, j'ai 58 ans, donc tu me demandais tout à l'heure, donc je suis médecin, donc c'est un petit peu plus simple ou plus classique, on va dire, pour aborder les métiers de l'humanitaire, bien que, comme tu l'as montré à MSF par exemple, les médecins c'est que 20%. Bon, les infirmières c'est au moins 40%, je crois. Donc, mais les médecins, un médecin tout seul, franchement, on fait pas grand-chose. Hein. On fait rien sans logisticien, on fait rien sans admin, on fait rien, enfin, sans chef de mission, on fait rien sans coordo. Enfin, ou du moins on peut faire, mais ce sera pas très efficace. Bon, donc moi j'ai fait des études de médecine, ça fait déjà bien longtemps, et oui, je me disais que je serais partie en Afrique, je sais pas pourquoi l'Afrique, parce que la France et le Sénégal, la France et le Mali, la France et le Niger, enfin bon, toute notre histoire coloniale et post-coloniale. Et nous, on était dans les années, justement après la décolonisation, où on pensait que tout était possible et qu'on allait changer le monde. Donc c'était assez simple finalement de s'engager dans l'humanitaire. Je suis partie, on est parti avec mon mari très tôt, puisque très tôt on s'est engagé d'abord, oui, je pense pour rejoindre ce que tu disais aussi, que l'engagement humanitaire c'est un engagement un petit peu global. Ça n'empêche pas d'avoir une vie tout à fait normale ou une vie familiale, des enfants, enfin bon, mais il faut parfois jongler, mais c'est aussi un engagement un peu large, et je dirais que notre premier engagement c'est Amnesty International, et Amnesty International ça fait maintenant 18 ans, donc ça fait 40 ans. Après Amnesty International, il y a eu Terre des Hommes, on était étudiants, donc on travaillait pour avoir de l'argent tout simplement pour les projets, et puis tout naturellement on est parti au Bangladesh en 4e année pour ramener un film sur les orphelinats que soutenait Terre des Hommes. Et puis un petit peu naturellement, et du fait de notre cursus éducation, etc., on s'est retrouvés dans les mouroirs de Mère Teresa à Calcutta, et après ce petit cursus en Inde, au Bangladesh de 4-5 mois, ça nous a permis d'avancer un petit peu sur qu'est-ce qu'on fait en tant que médecin. Enfin, on n'était pas encore médecin, mais qu'est-ce que c'est que le travail humanitaire, qu'est-ce que c'est que l'aide, qu'est-ce que c'est que le développement, enfin tout un tas de questions qui sont toujours en questionnement d'ailleurs, parce que rien n'est définitif. Ensuite, il y a eu 2 ans, ou un peu moins de 2 ans, en Algérie. En Algérie, dans le cadre du service militaire que faisait mon mari comme volontaire du service national. Et puis moi, j'ai obtenu une autorisation de travail à l'université de Constantine comme médecin d'un tout petit village où je voyais les femmes et les enfants, puisque mon mari, en tant que médecin homme, ne pouvait pas voir ni les femmes ni les enfants. Donc ça a été une expérience extrêmement importante, où on s'est planté, on s'est bien planté, puisqu'on voulait faire des choses, et puis on a mis des choses en place, et puis évidemment ça n'a pas marché, parce qu'on pensait, là encore, on était jeunes, hein, donc on avait 26 ans, donc on allait sauver le monde, et qu'on allait sauver le monde comme on avait décidé de le faire, et ça n'a pas marché. Mais enfin bon, ça a été quand même une superbe expérience professionnelle et humaine, et on garde, malgré la guerre des années 90, on garde encore des contacts évidemment en Algérie. Et puis ensuite, il y a les enfants, il y a le métier. Donc moi, j'ai été médecin de PMI, protection maternelle et infantile. Et puis, comme tu disais, là, je te rejoins. Donc, on a la chance en tant que médecin, mais en tant que, master de philo, ou est-ce que je sais, ou infirmière, ou aide-soignante, ou, enfin, si on parle des professions médicales ou paramédicales, ou sage-femme, de pouvoir faire des formations. Et je dirais que ça, c'est vraiment super. Donc, tout en travaillant, j'en ai profité pour faire quelques petits DU, là, d'anthropologie, d'interculturalité, de médecine tropicale un petit peu, parce que c'est quand même un peu mon corps de métier, puis des petites choses comme ça. Et puis, chemin faisant, les enfants étant là, on ne peut pas partir aussi souvent, quand ils sont petits en tout cas, donc pourquoi pas travailler d'ici pour aller travailler là-bas aussi de temps en temps, mais 15 jours, parce qu'on ne part pas 1 an, on ne part pas 6 mois aussi facilement que ça. Et donc, on a créé à Paimpol une petite association qui s'appelle Visa Santé Mali Paimpol, et on travaille, ça fait 20 ans, ça fera 20 ans l'année prochaine, dans le domaine de la santé et de l'éducation. Et au début, donc on y
y allait 2 à 3 fois par an, avec un volet santé, campagne de vaccination en lien avec les autorités sanitaires évidemment, et puis un volet éducation avec des enseignants de l'association. On a construit pas mal de classes, enfin il y a plus de 2000 élèves de scolarisés là actuellement, puis on continue toujours sur ce volet-là, puis avec un volet en même temps ici en France d'éducation à la citoyenneté, et puis on a travaillé avec le RESIA, hein, puis d'échanges entre des écoles maliennes et des écoles françaises, et puis il y a 2 maternités, et puis maintenant c'est un peu plus compliqué, on ne peut plus y aller depuis 2 ans à cause de la guerre, mais nos 2 dernières écoles sont sorties de terre, classes sont sorties de terre près de Bamako là, en octobre. Donc ça continue avec nos partenaires et tous les liens qu'on a tissés depuis 20 ans. Et puis les enfants ont grandi entre-temps, et puis après il était temps de repartir, parce que c'est un petit peu, je dirais que travailler en humanitaire, c'est aussi une curiosité d'aller voir un peu ce qui se passe de l'autre côté, même si on peut faire de l'humanitaire ici, bien entendu, et que parfois le simple fait de travailler, enfin peut-être qu'il y a des infirmiers, des infirmières ici, ou des gens qui vont faire infirmière ou sage-femme, ou je sais pas, assistante sociale ou instit, pour moi c'est faire aussi de l'humanitaire. Et après qu'est-ce que c'est que faire de l'humanitaire? Alors pour moi c'est faire de l'humain tout simplement, donc on peut en faire tous les jours. Donc quand on est un peu curieux quand même de retourner voir un peu ce qui se passe de l'autre côté de la Grande Mer, là, je suis repartie en 2003 au Gabon, où j'ai travaillé à l'hôpital Schweitzer comme médecin mère-enfant, donc une belle expérience de 3 mois, et puis ensuite tout en faisant les 2-3 missions par an, tout en travaillant, donc c'était sur les vacances ou sur un peu de congé sans solde parfois, et puis après j'ai pris un grand congé sans solde en 2006-2007 là j'ai fait le grand saut pour partir avec MSF, donc la grosse association, l'ONG, en tant que médecin c'est quand même quelque chose, du moins dans la tête, et puis quand même c'est une très belle association, et donc je suis partie 6 mois au Niger avec un poste de médecin référent dans des centres de renutrition. Donc une expérience de grosse ONG dans un contexte encore sécurisé, mais quand même avec des règles de sécurité évidemment à respecter, des grosses équipes d'expatriés, des grosses équipes aussi de staff national, et un travail énorme. Enfin, c'est vraiment une ONG. Je ne suis pas toujours d'accord avec MSF. Enfin, du moins, mon expérience avec MSF a parfois été difficile dans d'autres missions, mais vraiment, je tiens à saluer le professionnalisme de Médecins sans frontières, comme de Médecins du Monde d'ailleurs, mais avec une efficacité assez extraordinaire sur des missions extrêmement ciblées, comme traitement de la malnutrition. Après, je ne suis pas chirurgien, je ne suis pas urgentiste, mais tout ce qui est médecine de guerre, tremblement de terre, etc. Donc c'est vraiment une ONG, une superbe ONG extrêmement efficace, qui n'a pas empêché de nous faire virer quand même fin 2007 par le gouvernement nigérien. Et depuis, MSF y est retourné, mais il n'y a plus d'expats français ou européens. Et puis là, maintenant, il y a le risque du terrorisme, Boko Haram, et puis Daesh, et puis tout ça. Donc je suis revenue, j'ai appris mon boulot de médecin de PMI ici à Paimpol, et puis parfois moi je trouvais que c'était beaucoup plus simple en fait de travailler avec des femmes africaines que de travailler dans des quartiers un petit peu difficiles avec des gens en grande difficulté. Donc ça pose aussi la question d'être médecin ou pas médecin, ou n'importe, personnel paramédical ou autre, travailler ici ou travailler là-bas, et en fait il y a assez peu de différence. Ce sont les mêmes, en fait on a la même expérience de travail, et il faut rechercher les mêmes invariants pour réussir à travailler avec les gens. Je suis repartie avec MSF au Tchad, où j'étais médecin référent à N'Djamena, à l'hôpital enfants malnutrition encore. Donc là, c'était une fermeture de programme. J'y suis repartie 2 mois en 2009, je crois.
Ensuite, donc encore une belle expérience professionnelle et humaine aussi, en se disant que on ne va pas changer le monde. Là je commence à comprendre. Hein. Mais en même temps, je ne suis pas guérie, donc c'est ça qui est bien. Donc on ne change pas le monde, donc c'est extrêmement difficile de fermer une mission parce que ça veut dire qu'on laisse là les enfants qui ne sont pas sortants. Les enfants pas sortants, c'est les enfants HIV, les enfants tuberculeux, les enfants qui ont des pathologies, enfin essentiellement HIV. Qu'est-ce qu'on en fait ? On en fait quoi ? On en fait rien. Donc on part. C'est quand même assez difficile humainement. Mais en même temps, je me dis que si ça n'était pas fait, s'il n'y avait pas des grosses ONG comme MSF ou d'autres, il faudrait quand même que ce soit fait. Et puis là, je rejoins un peu ce que disait Mère Teresa, et pourtant, on était assez opposés après notre expérience dans les mouroirs de Calcutta à ce qui se faisait. C'était vraiment de l'assistanat. Mais en même temps, si ça ne se faisait pas, qu'est-ce qui se faisait ? Bon, en fait, le questionnement, il est toujours là. Mais bon. Donc après le Tchad, je suis repartie 2 mois au Congo-Brazza. Au Congo-Brazza, près de la frontière RCA, là juste avant que ça n'éclate, enfin au moment où ça a éclaté, la guerre en RCA, et c'était une mission encore Médecins sans frontières sur l'éradication du pian. Donc, une mission un peu particulière sur une maladie très particulière, très méconnue. Je ne m'en rappelais même plus que j'avais appris ça pendant mes études. On pourra en reparler pour ceux que ça intéresse. C'est assez particulier comme mission humanitaire. Et je pense que si ça ne s'était pas fait, ça n'aurait pas changé la face du monde. Mais en tout cas, on l'a fait. Ça pose la question de se dire qu'est-ce qu'on va faire chez les pygmées qui n'ont strictement rien demandé. Ok, ils ont le pian, mais c'est pas ça qui les fait mourir vraiment. Donc, mais par contre, ça fait plaisir à un médecin épidémiologiste qui montre que MSF c'est une grande asso et que l'OMS va voir que MSF peut éradiquer le pian. Eh ben non, manque de peau, MSF n'a pas pu éradiquer le pian parce qu'il y a eu la guerre en RCA. Donc, un coup d'épée dans l'eau, mais ça aussi c'est l'humanitaire, des fois ça marche pas. Et puis après, je me suis dit que j'allais arrêter mon travail de médecin de PMI parce que j'avais plus assez de temps. Et puis, donc j'ai arrêté en 2015. Et puis, je suis partie 10 mois avec Médecins du Monde à Mayotte sur une mission France auprès des réfugiés comoriens qui sont à Mayotte. Donc, là, je salue encore la Médecins du Monde, cette association sœur ennemie de MSF ou sœur amie, ça dépend des moments, mais en tout cas une association sœur, on va dire, mais qui travaille aussi dans l'urgence, mais qui travaille aussi avec avec comme première, une des choses les plus importantes, c'est le plaidoyer. Donc on travaille, mais c'est pour MSF aussi, mais MDM c'est peut-être plus prégnant encore. Il faut qu'on fasse avancer les choses, d'autant plus quand on est en France, puisqu'à Mayotte c'est un département français. C'est un grand Calais, on va dire, ce qui était un Calais. Donc voilà, donc c'était une mission pédiatrique et là il fallait qu'on fasse avancer l'ordonnance de 2012 que François Hollande en arrivant au pouvoir avait énoncé, je ne sais pas comment on dit, donc il disait que les enfants et les femmes enceintes devaient avoir des soins gratuits, y compris si pour les réfugiés, sans papier en situation irrégulière, ce qui est quand même ce qui se fait en général en France, en métropole et dans les autres DOM, mais pas à Mayotte. Et cette ordonnance, bien qu'étant promulguée, n'était pas appliquée pour des raisons un peu obscures. Donc le travail, c'était de faire du plaidoyer incessant sur une base de consultation d'enfants, évidemment, et puis de faire en sorte que ça avance. Et puis, ça a avancé et maintenant elle est appliquée. Mais bon, le problème reste bien sûr entier. Je suis rentrée de Mayotte et puis je suis repartie aussitôt avec MSF 3 mois à Dunkerque et à Calais. Voilà, et j'ai terminé fin juin.
Et puis donc voilà. Et puis je vais faire partir travailler un petit peu, mais là sur des remplacements de médecins généralistes. Et puis après, je sais pas trop, parce qu'en fait, on n'a pas fini de changer le monde, alors il va peut-être falloir continuer. Et puis je me dis que si je reste en France, il y a vraiment du boulot à faire. La problématique des réfugiés, qui est une problématique d'actualité, et une problématique qui nous touche tous, puisque maintenant les réfugiés sont arrivés, heureusement, près de chez nous. Donc il y a vraiment du boulot. Et il y a vraiment des associations qui travaillent auprès des migrants pour faire valoir leurs droits. Et on n'a pas besoin d'être... n'importe quel citoyen peut travailler auprès de ces associations. Je pense à la CIMAD, je pense au GISTI, je pense bien sûr à Amnesty International, mais ou alors des très belles associations comme les associations du Nord-Pas-de-Calais, parce que il y a une réelle belle solidarité des gens du Nord envers les réfugiés. Ça, on le dit pas assez, mais comme eux, c'est nous, c'est le nom d'une association. Et il y a vraiment du boulot. Donc ici, dans les Côtes-d'Armor, on peut y aller. Eux, c'est nous aussi. Donc voilà. Enfin, je dirais que c'est ce qu'on fait au sein de l'association Visa Santé Mali à Paimpol, où depuis 20 ans, on entretient des liens très étroits avec nos partenaires maliens. Et tu parlais un peu du Sénégal, c'est vrai que ça, c'est super. Quand je vais au Mali, moi, j'ai l'impression d'arriver un peu chez moi. Pour les autres missions, c'est très, très différent. Et après 2 mois de Tchad ou 2 mois de Congo, 3 mois de Congo, même si on est toujours ensemble dans la forêt, où on vit des choses très très fortes avec des salariés, que ce soit des expats comme moi, de différents pays, ou des expats ou des staffs nationaux, on est très très proches, et c'est très particulier. On a une grande proximité dans la mission. Et puis ensuite, c'est la vie de chacun qui reprend le dessus. C'est un côté un peu artificiel. C'est comme des parenthèses, oui. Mais c'est vrai. Et c'est un peu. Et puis, il ne faut pas non plus idéaliser une vie de mission. Ça peut être extrêmement difficile pour diverses raisons. Et je crois que quand on est jeune et qu'on se dit on va partir en mission avec. Savoir que parfois, c'est pas tout à fait ce qu'on attend, et ça peut être extrêmement surprenant. C'est vrai que l'anglais, c'est quand même bien. Moi, je cause un anglais broken, mais je me débrouille, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est demandé. C'est demandé. Et c'est vrai que les jeunes que j'ai rencontrés, moi, dans les autres missions, vont souvent passer 6 mois. Une infirmière là à Calais qui arrivait de 6 mois en Australie pour être parfaitement bilingue. C'est quand même pas mal. Et puis après, ça va dépendre des lieux de mission. Il va parfois falloir parler plutôt espagnol ou portugais ou anglais. Mais c'est vrai que l'anglais, même si on ne parle pas parfaitement, c'est quand même un outil de travail dans la vie au quotidien. Si on est au sein d'une équipe internationale, on va travailler avec des personnes de Zambie, d'Inde, du Québec, d'Allemagne. Et du coup, la langue de travail, ce sera l'anglais. Un anglais international, c'est pas l'anglais britannique parfait, mais c'est vraiment quand même, il faut avoir un intérêt et une connaissance quand même des langues. Moi, ce qui m'a permis de mettre un premier pied dans la solidarité internationale, c'est parce que je parlais chinois. Par exemple, j'avais une connaissance comme ça, voilà, et c'est ce qui a retenu l'attention de la première association avec qui j'ai travaillé, puisqu'ils voulaient développer des programmes en Chine. Donc, ils ont fait appel à moi. Alors, je faisais aussi un cursus spécialisé dans l'humanitaire, mais aussi et surtout parce que j'avais la connaissance du chinois. Donc, les langues étrangères sont quand même importantes. Je voulais juste dire un petit truc, juste 2 minutes par rapport aux langues. Enfin, je pense que ce qui est vraiment important, c'est bien sûr d'essayer de parler anglais à peu près correctement, ou espagnol si on va dans un pays hispanophone, et puis d'essayer de parler la langue du pays. Enfin, moi je sais qu'au Tchad, je parle un petit peu l'arabe, donc l'arabe tchadien est très proche. Et ben hop, après c'est pas d'une conversation de salon, mais ça permet de mener une consultation par exemple. Et puis du coup, c'est important. Et puis, juste aussi dire que l'anglais, c'est la langue de beaucoup de financeurs. Donc, c'est aussi utile pour écrire des documents de projet et pour pouvoir bénéficier de financement.